Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. Je me suis vachement adoucie aussi sur des trucs des tout petits trucs qui avant m'énervaient, mais maintenant il y a tellement des vraies raisons de s'énerver que même des gens que tu trouvais cons, tu dis tu sais quoi, au regard du reste finalement t'es pas si con quoi. On a tellement plus de pain sur la planche avec des vrais méchants on va dire que c'est pas grave de pas être du bon côté de l'escalator. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir la dessinatrice de bande dessinée Pénélope Bagieux. Elle s'est fait connaître en 2007 grâce à son blog BD Ma vie est tout à fait fascinante. Et puis elle a continué d'enchaîner les énormes succès Joséphine, Cadavre exquis, Culotté, L'Estrade, pour ne citer que. Et dernièrement, La nuit retrouvée, coécrit avec l'autrice Lola Lafont. C'est une bande dessinée qui est belle, qui est douce sur les rôles qu'on s'impose, sur la fougue qu'on garde en nous et sur les silences qui cachent les choses qui ont compté pour nous. Ça fait fort longtemps que j'avais envie d'inviter Pénélope, donc je suis trop contente que ce soit enfin arrivé. Ensemble, on a parlé de passion, de colère, des pauses nécessaires pour se recharger avant de pouvoir écrire à nouveau, d'apprendre des nouvelles choses en étant adulte et donc d'être super nul alors qu'on n'a plus l'habitude, et aussi de la peur que tout déraille quand ça va trop bien. J'espère que ça vous plaira. J'ai envie de commencer comme une grosse daronne. Alors le permis. Ah putain. Écoute, en fait, ouais, parce qu'en fait, ça marche pas, j'arrive pas à l'avoir. J'essaye plein de fois, ça marche jamais. Et ah, donc t'as essayé, je pensais j'ai essayé 3 fois. Ah oui, oui. J'ai essayé 3 fois en 1 mois. Alors, d'aucuns disent que c'est ça mon erreur. Et qu'en fait, il faut plus de temps pour que ça infuse et que voilà. Je me suis dit, mais non, putain, allez, j'ai fait 0 photocode, on enchaîne et tout. Et en fait, ça marche vraiment pas. Parce que je suis terrifiée par l'examen. Parce qu'en fait, j'avais fait un truc qui s'appelle la conduite supervisée, qui est un peu comme la conduite accompagnée, mais quand t'es adulte, avec un adulte référent de ton choix, en l'occurrence mon mari. Et donc j'ai le droit de conduire avec lui, un peu années 50 style, tu vois. J'ai le droit de conduire si mon mari est là. Et donc pendant 1 an, j'ai conduit, mais laisse tomber. Je l'ai emmené au château de Versailles. On a fait des week-ends où c'est moi qui conduisais. Et j'étais à l'aise, genre vraiment avec mon bras sur la couloir, change-moi la musique et tout. Et je me disais putain, j'adore conduire, c'est super et tout ça. Et à chaque fois qu'arrive l'examen, et que donc il y a le mec qui dit très bien madame, vous allez commencer par sortir du parking et nanana. Je sais pas, je me dis oh, putain, je joue ma vie et tout, et je sue, j'ai envie de chier, j'ai peur, je sais plus passer les vitesses, j'ai 2 ans et demi quoi, et donc je suis terrifiée, je fais que des conneries, ils sont obligés de prendre le volant, enfin voilà, donc éliminatoire à chaque fois. Et en fait c'est l'examen qui me fait peur. Je sais pas quoi faire pour passer ce truc-là. Alors il paraît que en fait, si je conduisais vraiment encore plus, bah oui, au bout d'un moment, l'examen, ça me paraîtrait que dalle. Mais je crois que c'est le fait qu'on me dise, tu vois, il y aura un contrôle continu du permis, par exemple. On me dirait, tu sais quoi, conduis tranquillement pendant 1 an et on voit, il y aurait pas de problème. Mais le fait qu'on me dise, showtime, t'as 20 minutes, ne merde pas. Merde, c'est horrible. Donc je sais plus quoi faire pour le permis. Donc j'ai trouvé cette astuce, c'est avec toi que j'en parlais, d'aller le passer à la campagne. Ouais. Tu sais, il y a un site qui fait ça vraiment pour les gros losers comme moi. Oui, t'as la nuit d'hôtel, une date de permis le matin. Ah oui, et tu vas vraiment à un endroit où, bah oui, passer le permis, c'est, enfin, no offense, mais c'est prendre la départementale et faire un rond-point. Et non pas sortir de la zone de Massy-Palaiseau et, tu vois, toutes ces merdes du permis à Paris. Putain, mais c'est vraiment le meilleur créneau marketing qu'on puisse trouver. Peut-être qu'ils se sont dit, mais qui sont les cons qui vont faire ça? Peut-être bien moi. Et donc je me disais, ouais, je ferais ça juste avant la sortie de la BD parce que j'aurais du temps. Eh bien non, j'en ai pas eu, mais de toute façon, mon code va expirer dans, si je te dis pas de conneries, 1 an et des bananes. Donc il va falloir que je trouve une solution. Il est hors de question que je repasse le code, quoi. C'est pas trop l'échec, c'est de me dire... Alors le permis, il y a un truc, c'est que j'ai l'impression que toute la Terre là, sauf moi, et que les gens sont un peu... tu sais, t'inquiète, tu t'y mets à fond, puis ça va aller. Tu vois, ça a l'air d'être vraiment... C'est comme si tout le monde me disait « Ah, tu sais toujours pas faire tel essai !» Tu vois, il y a un truc un peu... Eh ben non, voilà, je sais pas, je suis à la dernière, mais j'y arrive pas. C'est pour ça que j'ai toujours vachement de... Je connecte très vite avec les gens qui n'ont pas leur permis. J'aime bien, tu vois, je me dis « Ah, ok, je suis pas complètement con, quoi. » Plus que échouer, c'est me dire « Ah, mais quand même, putain, allez, on y va, là. » Et ça marche pas, quoi. Dans la BD avec Lola Lafont, vous avez eu plein d'idées différentes, vous le sentiez pas? Et puis quand elle t'a parlé de cette idée-là, t'as su que c'était la bonne. Qu'est-ce qui t'a animé là-dedans? J'ai senti que ce serait mieux en BD qu'en roman, cette histoire-là. Tu vois, je me suis dit, ça va vraiment avoir un intérêt que j'en fasse une BD par rapport à prendre un roman
et me dire ce serait marrant de le voir en BD. Là, c'était une histoire où je pense qu'en roman ça aurait beaucoup moins bien marché parce qu'il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de silence, il y a beaucoup de choses qui se font très très progressivement. Il y a des petits mensonges où on a besoin nous-mêmes lecteurs de pas trop savoir pour l'instant si c'est du lard ou du cochon. Et ça c'est génial en BD. Et surtout, je voyais déjà les scènes, quoi. Franchement, je me disais, la mise en scène, je vais tellement me régaler. Ça va être tellement bien. Parce que, par exemple, dans son texte, elle disait, ses enfants sont toujours un peu en train de la taquiner. C'est mi-sympa, mi-un peu relou à force. Je me disais, incroyable cette scène, ça va être génial, tu vois. Et je me disais que ça allait être beaucoup de plaisir de dessin, quoi. Enfin, de mise en scène plus que de dessin. De dessin aussi, parce qu'il y avait toutes les forêts, les enfants, l'océan, tu vois, donc des trucs qui allaient être super cool à dessiner, mais surtout en mise en scène. Je me disais que sur les dialogues, j'allais me régaler. Tu disais il y a énormément de silence dans l'histoire. J'ai l'impression que c'est pas la seule BD où il y a énormément de silence parmi les tiennes. Est-ce que toi, t'arrives à dire les choses ou est-ce que ces silences-là, c'est aussi dans ta vie ? Non, moi, j'arrive pas du tout à dire les choses parce que je suis hyper lâche. Ah ouais ? Ouais. J'aime mon rêve, mon idéal, c'est quand les gens devinent les trucs et que j'ai qu'à dire ouais, exactement. C'est, enfin, genre, j'ai déjà quitté des gens comme ça, quoi. Enfin, qui ne l'a pas fait, franchement, qui n'a pas profité d'une personne qui s'auto-quittait en disant tu vas me quitter, c'est ça, et à qui tu peux dire voilà. Bon. Bah, ça, c'est vraiment ma situation idéale. C'est les gens qui te travaillent. C'est un cauchemar de vivre avec moi, en fait. Les gens qui te travaillent pour te tirer les verres, tu sais, te dire mais ça va pas. Et toi, tu fais si ça va. Moi, je fais ça. Moi, je fais si ça va. Mais j'essaye de mettre dans mon intonation qu'on comprenne que non, ça va pas. Vas-y, continue à creuser, cherche. Et au bout d'un moment, voilà. Ouais, non, c'est un enfer. Alors, je vais mettre la faute sur les parents. Je suis d'une famille dans laquelle on parle peu, voilà. Ah ouais ? Bah, où on parle tout le temps, mais pour dire rien de fondamental, quoi. Ah ouais ? Ouais, on n'est pas très. Par exemple, les gens que je connais qui disent, je sais pas, quand t'as un truc à dire, bah t'y vas et tu dis bon, écoute, je préfère qu'on se dise les choses une bonne fois pour toutes. Oh, et moi, j'écoute ça, je suis fascinée. Je fais oh là là, ça a l'air génial de vivre comme ça, quoi, de dire les choses en face. Et comment tu fais dans la vie en étant adulte ? parce que moi, j'essaye de travailler ça, mais je suis un peu pareil. Ouais. Et je me dis t'inquiète, quand je serai grande, ça passera. Ouais. Alors pas toujours. Non, les gens me pardonnent. Je pense que les gens sont indulgents avec moi. Les gens sont sympas, ils m'aiment pour d'autres raisons. Donc, ils font avec. Ouais. L'histoire, globalement, de l'avenir trouvé, bah, peut-être, soit je le fais en voix off, soit tu peux l'expliquer toi, parce que tu le feras mieux, je crois. C'est l'histoire d'une femme qui fête son anniversaire avec ses enfants qui sont adultes dans sa maison de vacances. Et à l'occasion de cette soirée, elle va confier à sa fille, qui a la trentaine, un peu moins, quelque chose qui s'est passé quand elle était petite et dont elle n'a aucun souvenir puisque comme elle était enfant, elle ne voyait que sa vision des choses à elle. Et puis globalement, elle va lui raconter ce qu'était la vie à l'époque quand elle était une maman fraîchement célibataire avec ses enfants et qu'elle n'est pas celle qu'elle croit, que sa mère n'a pas toujours été celle qu'elle croit. Alors qu'elle a l'air d'être une petite mamounette qui a peur de tout, et ben en fait, elle a eu des petits moments de dinguerie. Donc ça, globalement, ça parle des rôles qu'on a dans une famille et auxquels on se tient toute la vie, oui. Même quand on a grandi et tout. Toi, c'était quoi ton rôle dans ta famille ? Je suis la deuxième. Je suis celle qui n'avait aucune responsabilité. Il fallait que tout me glisse dessus parce que elle est petite. Voilà, ça m'a suivi très longtemps. Encore aujourd'hui. Deuxième sur deux ? Ouais, deuxième sur deux. Oui, le petit bébé. Ouais, je suis le petit bébé. Et puis en plus, j'ai presque 6 ans d'écart avec ma grande sœur, qui est hyper responsable et très fiable. Donc voilà, elle a récupéré cette casquette à peu près à la naissance. Et moi, je suis arrivée après, on a fait non, mais Pénélope, déjà c'est formidable qu'elle s'habille, elle mange toute seule, c'est super. Voilà. Donc, voilà, 27 ans. Mais... Voilà, c'est ça mon rôle. Et en plus de ça, j'étais celle qui disait que je serais artiste plus tard. Donc vraiment, ça fait double privilège de chat perché, on lui demande rien. Et après, aujourd'hui, on me demande toujours pas grand-chose, mais j'ai l'impression. Peut-être que en fait, c'est très dur de répondre en me demandant qui va entendre ce que je dis. Mais on va partir du principe que personne ne va l'entendre. Et j'ai l'impression parfois, quand on se retrouve en famille avec tout le monde, qu'on compte un peu sur moi pour être le liant feel good maintenant. Tu vois ? Ouais. Un peu genre, amuse-nous. Tu vois ? Voilà. C'est un peu ça. Mais ça me va, hein. Franchement, c'est bien. Et aussi un peu celle qui dit, alors qu'est-ce qu'on fait pour Noël ? Qu'est-ce qu'on organise et tout, voilà. Parce que j'aime bien. Ah oui, t'aimes bien. Maintenant, j'aime bien, ouais. Okay. Voilà. Mais mon job est plutôt raconte-nous des trucs un peu qui changent et qui sont marrants. Voilà. Parce que t'as une vie qui sort de... Ouais, un peu. Et puis parce que comme je pense aussi toutes les cases dans lesquelles on a assigné, on les aime bien. Tu vois, enfin, oui, on s'y complet, quoi. Voilà. Et puis au bout d'un moment, tu sais plus qu'est-ce qui est ta personnalité et qu'est-ce qu'on t'a collé sur le dos, mais c'est un peu ta personnalité aussi, tu vois.
Donc, Et des fois, tu t'es retrouvée à l'image qu'on te collait, tu te disais, ouais, mais j'ai plus envie d'être ça. Moi, j'ai eu ça, par exemple, quand j'ai commencé le sport il y a quelques années. Dès que je disais, j'ai fait ça, mes potes, c'était comme, toi, tu fais du sport? Non. Et j'étais comme, mais non, mais encouragez-moi. Actualisez vos fiches. Oui, je suis maintenant sportive. Pas encore tout à fait, mais j'aimerais bien. Ouais. Tout le temps, j'ai l'impression, en fait, parce que je réfléchissais à ça, mais je disais, ouais, moi, ça m'a saoulé un peu un moment quand, systématiquement, on attendait de moi que j'ai envie de faire la déglingue jusqu'à 7h du mat. T'es une déglingo, toi, à la base? Oui. Parce que, non, je suis pas une déglingo, mais j'ai une copine qui parlait d'elle-même et je me suis dit, je suis elle. Je suis celle qui veut pas que la fête s'arrête. Voilà. C'est-à-dire, c'était sympa. C'est le moment où, naturellement, tout le monde dit un peu, moi, je vais pas trop tarder. Moi, je fais, ah ben non! Oh non, allez! Et je vais, par exemple, proposer que, allez, on part à une fête qui est à l'autre bout de Paris. Et j'arrive à motiver tout le monde et à dire, allez! Parce qu'en fait, je veux pas que la fête s'arrête. Pourquoi? Je sais pas, j'ai jamais envie que la fête s'arrête. Et après, je sais que j'ai tort, parce qu'en fait, il est 6h et qu'on est mardi et que ça va être épouvantable demain. Je le sais, mais cette personne de demain, j'ai pas du tout envie de l'entendre. Je fais, non, mais là, c'est ce soir ou jamais. Et c'est voilà. Et si jamais je suis dans une synergie avec des gens qui sont comme moi, parce que évidemment, j'en fréquente aussi, des gens comme ça, c'est terrible. C'est terrible parce qu'on n'arrête jamais. Alors que plus le temps passe, plus maintenant, j'ai aussi comment ça s'appelle le mot là, le JOMO? La Joy of Missing Out. Ouais. Donc là, je frétille d'impatience à l'idée de passer un samedi soir avec un livre et mes chats, tu vois, vraiment, vraiment très sincèrement. Mais si je le dis, les gens pensent que je rigole du coup. Bon, ouais, tu dis ça, mais et tu fais mais non, mais pas du tout. Non, vraiment, c'était vraiment formidable et je le vis pas comme une punition quoi. T'as le droit d'être mixte en fait. T'as le droit de ne pas être une personne totalement en noir et blanc quoi. Mais quitte à faire la fête, autant la faire fort. Bon, voilà, c'est ça. Les dîners un peu festifs, ça me fait chier. Les vrais dîners où on est hyper deep et on mange super bien, j'adore. Et les trucs où on est debout sur les meubles en semaine à 4h du mat, j'adore. Voilà. Mais on s'était parlé il y a quelques temps. T'avais dit que t'avais lu mon roman et dedans il y a une scène où je parle de fête, où je dis justement que moi j'ai tendance à boire beaucoup et à devenir un peu lourde avec les gens, toujours vouloir exister trop fort. Et tu m'avais dit, ça m'a parlé. Ah ouais. D'une manière. Alors boire trop, ça va forcément parler, mais et à être lourde aussi. Je me souviens plus du détail de ça. Mais... Disons, enfin pas tellement être lourde, mais genre se permettre d'exister si fort par rapport au reste du temps où je suis un peu comme je veux pas déranger et tout, que quand je bois je deviens trop. En fait. Je pense que c'était parce que c'est un moment où j'avais aussi une conversation avec mon meilleur pote où je lui parlais de cette angoisse qui est de pire en pire en vieillissant pour moi et pour pas mal de mes copines. Donc je pense que c'est un peu lié à l'âge aussi. La terrible angoisse du lendemain de grosse murge. Ou le lendemain, c'est hyper grosse anxiété de lendemain d'avoir été bourré, parce que l'impression d'avoir été insupportable et que personne n'a osé me le dire, mais qu'on me déteste. Voilà. Et plus je vieillis, plus ça prend des proportions, mais tu peux même pas imaginer quoi. C'est des lendemains de fête chez moi où je cherche des moyens de demander aux gens. Avec cette impossibilité à demander les choses en face en plus. Mais ça va, vous êtes bien rentrés, c'était cool jusqu'à la fin, c'était cool, j'étais pas chiante quoi. Voilà, je suis persuadée que je suis relou en soirée, que j'ai fait chier tout le monde et que tout le monde en partant. Moi, j'imagine une scène où en partant, les gens ont fermé la porte, on fait allez, salut, et dès que la porte est fermée, ils se sont regardés, ils ont fait putain, j'ai cru que ça se terminerait jamais quoi. Le lendemain des jours où je suis bourrée, j'imagine des scènes comme ça. Mais tu sais que les gens, ils peuvent partir. Tu sais que les gens étaient bourrés, surtout eux-mêmes, et qu'ils sont partis en faisant et qu'ils s'en foutent en fait, et que personne. Tu n'es pas le centre du monde. Les gens n'ont pas parlé que du fait que t'étais relou, et surtout c'est tes amis en fait. Donc même ivres, ils sont toujours tes amis. Bon. Et j'en parlais avec plein de copines qui me disaient mais pareil, mais moi aussi le lendemain j'ai l'impression que j'ai fait chier tout le monde, que je suis insupportable et tout ça. Et je racontais ça donc à mon meilleur pote. D'enfance, qui donc est un homme, et il me disait c'est marrant, je connais très très peu de mecs qui ont ça, et je lui disais ouais c'est vrai, et donc on politisait la question ensemble, et il me disait est-ce que c'est pas juste parce que tu te dis que quand t'as pas de filtre, ta vraie nature ne peut être qu'insupportable, alors que le reste du temps tu polisses tout le temps, tu te conformes à quelque chose, et c'est pour ça que tant que tu contrôles, tu es, pour caricaturer, tant que t'es dans le contrôle, tu es aimable au sens premier du terme. Les gens se disent elle est super, mais c'est parce qu'en fait c'est pas vraiment toi. Et quand tu ouvres les vannes et que t'es toi-même, forcément les gens ne pourraient pas te supporter parce que ta vraie nature elle est pas assez polie, pas assez altruiste, pas assez toutes ces choses qu'on attend de toi. Et j'aimais bien cette analyse, de me dire c'est juste que peut-être que j'ai fait genre et toi et ta gueule, on s'en fout de ton histoire, et que du coup je me dis évidemment les gens vont me détester. Peut-être qu'en temps normal je le dirais aussi. Voilà.
Après, je pense que il y a aussi une partie où je suis vraiment relou quand je suis bourrée. C'est pas juste que je suis une version brute de moi-même, c'est que je suis aussi une version de moi-même qui répète les choses 4 fois. Oui, mais voilà. comme tout le monde. Ça, c'est l'ivresse de base. Oui, mais c'est vrai. Le problème, c'est pas toi, c'est l'alcool. C'est vrai. Et tu polices beaucoup dans la vie ? Encore une fois, je sais plus à quel point je police ou maintenant c'est ma nature d'être comme ça, tu vois, mais c'est pas un effort avec les gens que j'aime. Voilà. Mais sinon, je sais pas, mon mec il dit toujours qu'au contraire je suis hyper désagréable, ça le fait hurler de rire. Quand je raconte des échanges que j'ai eu avec les gens, il rit, il fait oh c'est pas possible, t'as vraiment dit ça? Je dis bah oui, enfin c'est vrai, je suis désolée, il faut le dire. Et il me dit t'es tellement désagréable. Et il le dit vraiment avec la douceur de comme si c'était le plus beau des compliments. Ouais, j'ai l'impression que je police vachement quand même, enfin comme toutes les meufs. Quoi. En fait, je trouve que tu dégages un truc à la fois ultra feel good, à la fois hyper rageux. Ouais, c'est très bien résumé, merci. Ouais, c'est ma nouvelle bio, merci. Écoute, grand plaisir. Ouais, c'est vrai, feel good mais rageuse. Ouais, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de trucs qui te saoulent. Ah bah, pas qui me saoulent, mais qui me donnent envie de tout péter plutôt. Mais qui me saoulent, non, ça va. Non, c'est plus global, quoi. Tu vois, je suis hors de moi tout le temps, tous les jours, qui ne l'est pas, quoi, tu vois. Oui, mais du coup, c'est pas par rapport à toi, c'est par rapport à un truc plus global. Ouais, non, moi, vraiment, j'ai la vie super douce. Hein. J'ai vraiment pas du tout de raison d'être en colère dans ma vie. Vraiment. Enfin, tu vois, je me disais, je me suis vachement adoucie aussi sur des trucs des tout petits trucs qui avant m'énervaient, mais maintenant, il y a tellement des vraies raisons de s'énerver. Que même des gens que tu trouvais cons, tu dis, tu sais quoi, au regard du reste, finalement, t'es pas si con, quoi. On a tellement plus de pain sur la planche avec des vrais méchants, on va dire, que c'est pas grave de pas être du bon côté de l'escalator. Voilà, c'est pas grave. Puis aussi, quand t'es jeune, je pense que t'aimes bien te caractériser par des trucs qui t'agacent. En disant, on est d'accord que c'est insupportable les gens qui sont pas du bon côté de l'escalator. Oui, bon, en fait, entre-temps, il y a eu les fascistes. Voilà. Donc, finalement, on leur pardonne. Oui. Surtout pour des remarques qui souvent sont quand même un petit peu soit classistes, soit culturelles. Genre, vous êtes pas du bon côté de l'escalator? Bah, peut-être que juste c'est quelqu'un qui habite pas dans une grande ville, en fait. Donc, calme-toi, tu vois. Ouais. Voilà. C'est pas grave. T'arrives à être rageuse contre les rageux maintenant? Ouais. Je trouve qu'il y a un snobisme dans les rageux. Quand t'es rageux pour des trucs où franchement on s'en fout, please quoi. Allez, énerve-toi contre des vrais trucs. Je sais pas, mets une chaîne d'infos et puis voilà, énerve-toi pour des vrais trucs. T'arrives à rester au courant de tout ce qui se passe sans avoir envie de tout foutre en l'air en vrai, parce que c'est très dur de. Moi j'ai ce truc de soit je coupe tout, je suis dans le déni, soit je regarde un peu ce qui se passe dans le monde et je suis comme je vais me flinguer, hein, tout simplement. Ouais, pareil. Là, par exemple, j'ai eu une alerte du Monde sur mon téléphone qui parlait un dernier coup de théâtre dans le vote du budget, tout ça. Et je me disais, ah putain, j'ai vraiment lâché la rampe depuis un moment parce que c'était trop dur. Alors que je sais que c'est le but de nous faire lâcher la rampe en nous bombardant de trucs de merde. Mais comme depuis 2 ans, il y a vraiment, on a... Tu sais, le compteur qui allait de vert à jaune à rouge, là, il a pété le compteur, là, maintenant, il y a plus de, c'est tellement n'importe quoi que, même moi, je suis un peu tentée de faire, oh, c'est si confortable de ne plus du tout savoir ce qui se passe, ni qui est qui. Et je mets des petites gifles, je lui dis, non, tu dois rester au courant de ce qui se passe parce que sinon tu t'endors et tout ça. Mais c'est tellement tentant. Franchement, c'est tellement tentant de dire, réveillez-moi aux prochaines élections, quoi. Mais il faut pas, en fait. C'est pas comme ça que ça marche, mais... Putain, moi aussi, j'ai vraiment archi envie de rage kit, quoi. Ouais, complètement. Ah ouais. Avant l'estrade, t'étais pas chaude de parler de toi, d'être autobiographique de manière frontale? J'avais fait un blog quand même où je racontais ma vie pendant. Mais c'était pas années. Genre un perso? Bah non. Non? Pas trop, non. Bah non, franchement, vu ce que je racontais, c'était des vrais trucs, hein, c'était pas très intéressant, mais je le faisais de manière forcément rigolote. C'est ça la différence. C'est que je me disais, une mise en scène. Chercher à chaque fois une chute, quoi. Ouais. Là, j'ai l'impression que, notamment dans La Nuit retrouvée, tu parles de toi de manière un peu plus planquée. Ouais. On va dire. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu de toi dans les 3 persos principaux. Exactement. Ce que j'allais te dire, je suis toutes ces 3 femmes-là. Je pense que c'est comme ça qu'on crée des personnages équilibrés, c'est en mettant un peu de soi, mais pas en mettant 100% soi. Et surtout en le faisant pas consciemment. Je pense qu'il faut faut te dire, je ne sais pas, je vais dessiner cette femme, on va voir comment elle se tient. Ah oui, c'est pas conscient? Non, pas du tout. C'est me dire, oh, elle est un peu... Après, je me suis dit, oh mon Dieu, elle est voûtée comme moi. En fait, elle est comme moi. C'est vraiment physiquement, c'est moi dans quelques années. Donc, et en même temps, je suis pas mal sa fille quand même aussi. Parce que elle a un truc, secouer un peu sa mère, tout ça, où je mets pas mal de moi. Et puis, je me sens beaucoup aussi Jodie la surfeuse, dans des choses qu'on peut projeter sur moi et où c'est pas du tout le cas.
Par exemple? Jodie, elle est quelqu'un dont on attend qu'elle soit. Elle est dans un milieu assez, quand même où il faut y aller, quoi, un peu tous les jours, et puis qui est très masculin, où c'est compliqué de naviguer en tant que femme, en tant que, il faut être ni trop ni trop peu, et on part du principe que t'as peur de rien et qu'on peut y aller, et qu'on peut tout te balancer, et que tu vois, t'es complètement invincible. Et ça, c'est un truc que je ressens beaucoup dans la BD, je veux dire. Les gens, ils projettent que t'as peur de rien? Ils projettent que j'ai peur de rien, parce que moi je me mets pas en danger de mort sur une vague, donc il y a pas la question de peur, mais c'est plutôt le truc de, comment dire, j'essaie de trouver la bonne façon de le dire. On est très nombreuses. On n'est pas très nombreuses à être visibles, donc il y a une pression de fais quelque chose de bien avec cette visibilité-là. Tu peux pas juste te dire, je sais pas, je fais mon truc et puis j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre ni de ce que ça en dit, ni de la place que j'ai et du rôle que j'ai à jouer par rapport aux autres meufs qui font le même métier que moi. Il y a très peu d'insouciance, quoi, je trouve. Oui, comme on en parlait avec Lou Trottignon dans l'épisode, il y a un truc de quand t'as une place que pas beaucoup de gens ont, t'es obligé d'être un peu le porte-drapeau de quelque chose, même si t'étais pas du tout, c'était pas ton but à la base. C'est vrai que ça fait un écho quand j'ai entendu ça. Et dans un milieu comme la BD aussi, t'as l'obligation morale, même si ça me fait plaisir, mais t'as l'obligation morale de toujours penser équipe pour les meufs dans la BD. Ouais, on est si peu nombreuses et on a la vie quand même moins facile que nos collègues. Donc il faut que, à chaque fois que tu peux pas faire un truc, il faut que tu mettes une autre meuf sur le plan, absolument. Il faut que quand on te dit tiens, il y a un truc un projet dont tu voudrais nous parler, il faut que tu réfléchisses à qu'est-ce que j'ai lu fait par des meufs récemment, que je peux, tu vois, tout le temps, il faut que t'as un pied dans la porte, il faut que ça s'engouffre avec toi, parce que d'autres l'ont fait aussi pour moi, hein, c'est pas moi qui ai inventé ce truc-là, mais et ça fait que tu peux pas. Parfois, je vois, tu vois, des attitudes beaucoup plus rien à foutre et insouciantes de la part de mecs dans la BD. Je me dis putain, ça a l'air cool, ou tu sais, de pouvoir dire des grosses conneries et c'est pas grave. Et puis de toute façon, t'as le droit à 8 essais et on s'en fout, quoi. Nous, on n'a pas trop le droit à 8 essais. Donc Jodie, dans l'aspect on projette-toi que t'as peur de rien. La fille aussi, donc tu dis, toi, t'es du genre à secouer les gens? Ouais, quand même, ouais. Pas les secouer, genre je te fais une intervention. Mais pas les lâcher, quoi. Tu vois, c'est-à-dire continuer à faire le SAV après avoir je sais pas, un pote me dit pendant qu'on se voit que en ce moment il se sent pas bien sur tel truc, mais c'est parce que dans son taf il y a ceci, il y a cela qui est pas bien. J'ai des fiches mentales pour pas lâcher le morceau le lendemain, le surlendemain, relancer et dire et du coup t'as pu parler à ton pote enfin tu vois, je vais continuer je vais pas me dire bon, j'imagine que s'il en parle plus, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, je fais le suivi, quoi. Okay. Ouais. Mais bon, c'est normal, mes potes, ça se compte sur 2 mains. Hein. Je peux me permettre d'être au taquet. Oui. Et la fille, elle écoute un peu à moitié. Ouais. Est-ce que toi, t'es douée pour comprendre ce que les gens ne disent pas? Parce qu'on voit dans la BD, globalement, la mère raconte quelque chose, mais à l'image, on voit une version plus proche de la réalité, une version un peu différente. Toi, t'arrives à lire entre les lignes? Ça, je sais pas. Est-ce que j'arrive à lire entre les lignes? Je suis pas. En tout cas, ça m'agace quand je sens qu'on me cache des trucs. Ça m'agace quand les gens se racontent un peu des histoires. Tu vois. J'ai envie qu'on aille qu'on arrête avec les faux trucs. C'est-à-dire, je sais pas, une pote va me raconter que son mec lui parle mal, tu vois, et elle va le faire d'une manière pour essayer de le protéger, de un peu ménager le truc, etc. Ça m'agace parce que je sens que c'est pas le vrai truc et j'ai l'impression qu'on perd du temps, voilà. J'aime pas qu'on fasse semblant parce qu'on perd du temps. C'est plus facile d'aller directement dans le cœur de ce qu'on a à se dire et tu vois, là où j'imagine que quelqu'un pourrait se dire je vais pas la violenter, je comprends qu'elle me dit pas tout, etc. Bah, si c'est des gens proches, j'aime pas qu'on fasse ça parce que je le fais pas non plus et voilà. Et peut-être qu'elle, elle le sait pas encore. Peut-être qu'elle le sait pas encore, ouais. C'est vrai. Merci, non, mais parle de tes amis. À méditer. C'est un mauvais exemple, le truc des mecs, parce que pour le coup, là, je sais qu'il faut vraiment avancer avec des gants tout le temps, mais c'est plutôt sur des choses moins lourdes que ça, quoi. Ou qui s'inventent des excuses pour pas faire des trucs, et je le sens et ça m'énerve. Mais c'est aussi parce que j'ai un rapport hyper. Quasiment tous mes amis, je les connais depuis très 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 longtemps. J'ai pas trop d'amis récents. J'en ai pas, en fait. Enfin, franchement, j'en ai pas, c'est vrai. Donc, on est vraiment des archives vivantes les uns des autres. Donc, ça me vexe presque quand je sens un faux semblant. Genre, là, j'ai envie de faire. Tu parles à qui? Dans la pièce, il y a pas une caméra, hein, tu peux y aller, tu peux. Ça me saoule parce que on n'a pas beaucoup de temps. Je trouve qu'on se voit pas beaucoup, on se voit pas assez. De toute façon, on se voit jamais assez avec ses amis, mais
Ça m'énerve quand on perd du temps à faire semblant. Mm. Mais c'est plus pour ça que parce que je sais lire entre les lignes. C'est parce qu'on se connaît trop bien. Voilà. Toi, des fois, tu te trouves des excuses pour pas faire des trucs ? Bah oui, tout le temps. Genre ? Bah déjà pour pas bosser. Si tu cherches un nouvel arsenal d'excuses pour pas bosser, putain, quand je pense au temps que j'ai mis à faire cette BD là, je peux presque écrire un livre parallèle qui s'appellerait Comment ne pas bosser et que personne ne vous le reproche parce que vous avez plein de bonnes excuses. Mais ouais, moi je me trouve plein de bonnes excuses et je suis beaucoup moins complaisante avec moi que j'ai pu l'être avant, c'est normal, hein, tu vois. Mais maintenant j'arrive à me dire bon, tu te fous de la gueule du monde quand même. Ouais, pour pas bosser, j'arrive bien à me trouver des excuses. Et comment tu fais la distinction entre je me trouve des excuses et j'ai juste besoin de temps, de jachère, de cerveau ? Alors moi, il y a un moment où je sens que la jachère, elle est finie et qu'il est temps de s'y remettre. C'est quand je sens la petite odeur de la dépression. Ça veut dire, c'est bon la jachère, là tu fais plus rien parce que t'as plus envie de rien faire. C'est pas du tout la même chose. Je suis pour la jachère, je suis team jachère, mais alors 8000. Et je pense que plus le livre précédent a été intense, plus la jachère, il faut qu'elle soit sérieuse. C'est-à-dire qu'il faut vraiment rien faire. Il faut accepter, même si c'est très angoissant, de rien faire et de pas se dire, je vais quand même me prendre 2-3 petits boulots tu vois, il faut se dire, non, pour que ça marche, il faut vraiment voir des potes, lire des livres et regarder des films, quoi. Mais il y a un moment où je sens que je commence à être amère, que je commence à regarder un peu ce que font les gens et à me faire et hop là, ça veut dire que la jachère elle est finie et qu'il faut bosser parce que je vais commencer à me dire et voilà, et moi je fais rien et avoir envie de rien faire de plus en plus, la spirale qu'on connaît et que là ça veut dire qu'il faut réagir. Par exemple, après avoir fait Culotté, en plus Culotté c'était bizarre parce que j'ai fait de la promo j'en fais encore, tu vois, ce que je veux dire c'est que c'est un bouquin qui s'arrête jamais en fait. Et du coup je me dis je peux pas travailler, je suis tout le temps en promo, ce qui était vrai hein, parce que tu te dis j'ai je sais pas une signature, 2 interviews, ta journée en fait elle est baisée quoi. Oui, puis c'est hyper dur je trouve de créer en même temps que de parler de soi H24. Carrément. Là je n'en peux plus de moi-même, donc il y a plus rien qui va sortir de là. T'as raison. Et aussi toi, je sais pas, mais moi, ça marche pas de travailler 1h15. Ouais, non. Voilà. Donc, quand tu dis, si, j'ai un créneau entre 14h et 15h15 où je peux travailler, non, je vais plutôt vider une machine. Tu vois, je vais pas. Une grosse machine alors. Ouais, tu sais, il faut trier le linge et tout. Et en fait, quand je me disais, ouais, non, mais là, je peux rien faire parce que. Et au bout d'un moment, je me disais, c'est long quand même. C'est long à rien faire. Est-ce que c'est pas aussi parce qu'en fait, tu bosses pas? Et... Quoi, le mouvement implique créer le mouvement chez toi? Ouais, en fait, j'attends qu'une chose, moi, tout le temps, c'est d'avoir un nouveau projet qui commence. C'est les meilleurs moments de la vie, quoi, tu vois, c'est quand ça commence. Et donc, je suis tout le temps à la recherche de cette sensation-là. Et donc, j'essaye plein de nouveaux débuts de projet, puis c'est pas le bon, c'est pas grave, on passe au suivant, jusqu'à ce que tu trouves le bon, tu le sais, tu dors plus, c'est merveilleux, t'es in love, tu ne veux plus parler que de ça à tout le monde toute la journée. Voilà, je vis pour ce moment-là. Et il y a eu un moment, je m'en souviens très bien après Culotté, puis quand même mine de rien aussi un peu après les strates, où je me dis non mais moi en ce moment, quand les gens disent alors tu bosses sur quelque chose, ce qui est toujours la question de l'enfer, et où je disais non alors là, après mon livre, je peux dire j'ai besoin d'une pause. Puis quand ça fait vraiment trop longtemps que tu dis ça, et que tu sens que en fait tu commences à mal vivre le fait que tout le monde bosse, tu vois. Alors je me dis dans ces cas-là, et je crois qu'il faut y retourner quoi. Et après, il faut trouver le bon projet pour t'y remettre. Puis c'est pas le bon, donc ça m'énerve. Mais ouais, moi c'est un peu quand ça commence à être un peu la darkness, ça veut dire qu'il faut travailler quoi. Et tu fais quoi quand tu fais rien? Ça arrive pas trop. Alors maintenant, j'y arrive un peu mieux. Mais bon, comme énormément de gens, je pense que j'ai beaucoup de mal à faire rien parce que je me sens coupable. Je me dis t'as pas mieux à faire, voilà. Et ça me panique quand j'ai pas mieux à faire quoi. Quand je me dis je suis sûre que t'as mieux à faire. Donc je sais pas. Oui, donc là tu culpabilises, donc t'arrives quelque chose, à vraiment être en jachère. Mais ce que j'appelle rien faire, c'est ne rien faire qui soit du travail. Par exemple, en vacances, je dessine, mais je sais que je dessine en travaillant pas. C'est pas du tout la même chose que voilà. Parce que c'est ça un peu qui est ambivalent avec mon métier, c'est que mon métier c'est aussi un loisir. Donc il y a pas beaucoup de métiers où quand t'es en vacances, tu dis je vais faire exactement la même chose, sauf que ce sera pour de faux, tu vois. Et moi oui. Donc dessiner sans que ce soit pour le travail, c'est hyper difficile parce que quand c'est beau, tu te dis attends mais je pourrais carrément faire un livre. Je fais non, on avait dit qu'on dessinait pour le plaisir. Ça c'est pas facile, je trouve. Et t'arrives à rester passionné même quand c'est ton travail pendant longtemps? Ouais, tellement, franchement. Ça va être ma minute méga gnangnan, mais il y a vraiment jamais rien de ma vie que j'aimerais plus
que faire ce que je fais. Il y a rien qui me rende aussi heureuse qu'être en train de dessiner. Et même quand je sens que c'est un peu la déprime qui arrive, si je dessine, ça va tout de suite mieux. Parce que quand je dessine, j'ai vraiment 3 ans et demi. J'ai 3 ans et demi. Et quand je crée une histoire, alors là, c'est vraiment l'alliance des 2 trucs qui me rendent le plus heureuse du monde. C'est à la fois être le Dieu, tu vois, tout décider. Et en même temps, c'est comme jouer à la poupée, mais version de Sky is the Limit sur tout, quoi. Sur les décors, mais quel sentiment à la fois d'autosuffisance et de puissance. Vraiment, c'est pour ça que les enfants, ils aiment dessiner. C'est extraordinaire de dire, c'est moi qui décide de tout. Ça va être exactement comme je veux. Ça va être mieux que la vraie vie. Personne ne peut me l'enlever. C'est moi toute seule. Et quand je suis en train de dessiner avec les pieds qui battent dans le vide, là, comme ça, avec la langue tirée, et tout d'un coup, tu fais « Ah ben, ça fait 9 heures que je dessine. » Et vraiment, voilà, il n'y a rien qui me rendra jamais plus heureuse que ça. Donc, t'arrives une fois que ça démarre, tu ne vois plus le temps passer. Complètement. Sauf quand après, t'es dans l'exécution. Genre, j'ai mes pages à faire. Même quand j'ai mes pages à faire, la satisfaction de trouver le bon sourcil, quoi. Tu vois, d'avoir cherché, faire. Ah, voilà, c'est ça. La petite joie méga égocentrique de regarder les pages que t'as fait la veille. Et de faire, eh bien. Alors ça, vraiment, je suis accro à ça, tu vois. Quand t'es en train de faire ta BD pendant 2 ans, tous les jours, faire tes pages. Et que le matin, tu dis, alors attends, juste, je vais regarder ce que j'ai fait hier. Et tu fais, putain, c'est génial. Et alors ça, c'est vraiment une auto-satisfaction, des auto-high-five comme ça. Et c'est pas frustrant. Moi, j'ai eu ça avec le roman. C'est que quand les gens, ils me disent, de manière, ils sont trop contents, ils me disent, oh, je l'ai lu en 3 heures. Ah ouais. Moi, je suis là, mais je vais me flinguer, en fait. Je l'ai dévoré d'une traite, ça m'a fait un trajet de métro. Yes! Là, mais moi, j'ai mis des mois à l'écrire, en fait. Donc, toi, tu bosses sur une BD 2 ans. Mais les gens, ouais. Après, parfois, les gens, ils me disent, c'était si bien que j'ai envie de la relire. Mais n'est-ce pas? En regardant mieux. Par pitié. De toute façon, alors, il y a un truc aussi, dans la BD, je pense que c'est pareil dans le roman, t'as raison, mais dans la BD, on a un deuil automatique de se dire, les gens ne regarderont jamais notre travail avec autant d'attention que ce qu'on y a mis. C'est sûr. Personne. C'est sûr. Parce que déjà, quand une case est muette, les gens la survolent. Il faut le savoir. Voilà. En général, une case muette, nous on s'est dit, oh putain, case muette, il faut que ce soit magnifique. Et non, ça ne sert à rien, car les gens, s'il n'y a pas une bulle, ils ne s'arrêtent pas sur une case. Donc il faut se calmer là-dessus. Moi, je distingue 2 joies très différentes, la joie de créer et la joie d'être lu. Voilà. Heureusement, ce que j'aime le plus, c'est créer. Parce que être lu, en plus, les gens qui vont te faire un retour sur ton livre, en général, ils vont pas dire exactement ce que tu avais envie d'entendre, tu vois. Donc, heureusement que c'est pas... Pour moi, le fait d'être lu, ce qui est agréable, c'est de te dire, on connecte avec des gens. C'est-à-dire que des gens te disent... Si quelqu'un te dit, ça m'a trop ému, tu dis, on est un peu pareil alors. Ça veut dire que toi et moi, on est un peu les mêmes gens, donc c'est rassurant. Et ça permet de vivre. Donc, ça permet de continuer à faire d'autres livres. Voilà. Mais moi, je place ma joie dans autre chose. Je place ma joie dans être en train de le faire. Parce que sinon, déjà, c'est très aléatoire. Parce que potentiellement, un jour, les gens peuvent ne pas aimer tes livres. Et puis, ils t'aimeront jamais exactement comme tu veux. C'était un auteur qui m'avait dit ça il y a longtemps. Un auteur hyper connu. Et qui m'avait dit, moi, j'aimerais que les gens m'adorent pour tel livre, qui était son livre un peu bizarre, indé, qui était son truc le plus personnel. Mais je peux pas empêcher que les gens, ils m'aiment pour son autre livre qui est méga connu. Et il dit, l'essentiel, c'est qu'à la fin, ils m'aiment, quoi. Mais c'est vrai que t'as envie que les gens te disent, alors moi, de toi, mon livre préféré, c'est celui-là, et c'est tel personnage, et c'est quand il dit tel truc. Et toi, ce serait quoi? Moi, j'adore qu'on me dise que mon livre préféré de moi, c'est California Dreaming. Ah ouais? Ouais, je me dis, merci. Pourquoi? Je sais pas, parce que c'est celui que j'ai le plus aimé faire, et qui, je trouve, le moins accessible. Mais en fait, moi, j'aime bien qu'on aime mes livres tout court. Il reste quand même toujours un truc de, c'est vrai, t'aimes mes livres? Et ça me suffit. Franchement, ça me suffit. Tu disais, faut pas trop s'attacher à la vie des autres pour aimer ce qu'on fait. Tu sentirais quoi si tu commençais que les ventes, elles commençaient à baisser? J'aime bien me dire que j'en aurais rien à foutre, mais je pense que je serais dévastée. Et que surtout, je me dirais, ah, c'est fini. Voilà, c'est fini. J'ai bien profité, mais c'est fini. C'était super. Franchement, j'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre. J'ai fait un hold-up et c'est fini. Ok, qu'est-ce que je vais faire à la place, quoi? C'est que je pourrais pas me dire, attends, c'est pas grave. Il y a des hauts et des bas, quoi. Ça ferait. Mais tu pourrais pas juste continuer en se disant, oui, ça vend moins, mais c'est ce que t'aimes le plus faire? Si, bien sûr. Si, oui, dans ce sens-là, oui. Je changerais pas tu vois, je pourrais pas trop faire autre chose. Mais je me dirais pas, ça peut revenir.
Je me dirais, c'est parce que c'est fini, voilà. C'est ça qui est fini. C'est le succès, quoi, en fait. Ouais. Ça, c'est fini. Voilà, deuxième partie de ma vie. Maintenant, je suis une autrice confidentielle, quoi, tu vois. Et c'est super. Déjà, j'ai eu ça, mais c'est ce que je me suis dit après culotté, déjà. Hein. Je me suis dit, bon, En même temps, c'est fini. passer après ça. Next. Alors, du Ouais. coup, j'aurai plus jamais un truc pareil dans ma vie. Très bien. Et en vrai, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Parce que c'est tout le temps un peu des hauts et des bas. Je fais beaucoup de gestes pour un podcast où on verra pas mes gestes. Mais si jamais à un moment vraiment, tu vois, je sentais que, par exemple, le ton changeait chez mon éditeur, quoi. C'était un peu genre. Alors, du coup, pour le prochain, on s'était dit, tu vois, que je sentais qu'on n'est plus pareil, quoi. Il y a plus de trucs de, vas-y, fais ce que tu veux, c'est super. Et je me dirais que, voilà, c'est le chapitre se clôt, quoi. Le chapitre de, c'était facile. Mais l'avantage que tu as, j'ai l'impression, c'est qu'il y a plusieurs auteurs qui, une fois que ça a marché, continuent à faire ce qui a marché. Toi, tu aurais pu faire culotter jusqu'à la fin de ta vie et ça aurait toujours fonctionné. Mais j'ai l'impression que tu en as très vite marre des choses. Ouais, puis surtout, j'ai voulu qu'il y en ait deux, quoi. Donc, ça aurait été étrange de rajouter un troisième. Pourquoi tu voulais qu'il y en ait deux ? Parce qu'à la base, je voulais qu'il y ait 30 portraits. Okay. Et mon éditeur a dit, ça va faire un trop gros livre, il faut qu'on coupe en deux. J'ai dit, ok, il y en aura deux, quoi. Mais à jamais de ma vie, je me suis dit que ce serait une série ou qu'on en ferait plus. Et puis surtout, maintenant, c'était il y a 10 ans, tout de même. Ça ne rajeunit pas, mais c'était il y a 10 ans. Et du coup, si j'en refaisais un, je pense que ce serait la mort dans l'âme. Ah oui. T'aurais pu continuer, quoi. Ah ouais, et non, j'en avais vraiment marre. Vas-y, j'ai trouvé un filon exceptionnel. Marre. Mais du coup, l'avantage que t'as, j'ai l'impression, c'est que y a des auteurs qui attendent d'être un peu plus confidentiels pour commencer à faire des trucs qui les font kiffer, un peu plus niche et tout. Et j'ai l'impression que toi, très vite, t'as fait quoi qu'il, je vais me faire plaisir, même si t'es grand public, tu t'y vas, quoi. Ça, c'est ma grosse chance, ouais. Ouais. C'est vrai. Mais ça, t'as dû aller le chercher toi-même ou est-ce qu'on a beaucoup essayé de te faire continuer à faire des trucs très grand public Je peux pas dire qu'on a essayé parce que franchement, pour ça, j'ai quand même un éditeur qui est super. Qui me pousse plutôt à faire ce qui me fait plaisir, mais parce qu'il sait que sinon j'arrive pas à aller au bout des trucs. Donc il y a aussi ça, quoi. C'est que si je me lance dans un truc contrainte, par exemple, il y a pas mal de projets que j'ai envisagés, signés, encaissés d'échecs et jamais fait, parce qu'en fait c'était des trucs qui me faisaient vraiment pas envie, quoi. Et qu'à chaque fois je me dis mais si, je suis sûre qu'en motivant je peux le faire, et en fait j'arrive pas du tout à bosser 2 ans sur un truc qui me met pas hors de moi de joie, quoi. Donc, de toute façon, ça marche pas si je fais pas un truc qui me fait plaisir. C'est pas pour faire genre, moi, je suis une personne entière et tout ça. C'est pas ça. C'est que c'est réel. Je n'y arrive pas. C'est-à-dire que j'arrive pas à dessiner la première page si ça me transcende pas, quoi. T'apprends des choses en étant adulte, des nouvelles choses. J'ai l'impression que, genre, le sport, t'as commencé à 30 ans, maintenant tu fais du marathon. La musique, t'as commencé... Non, c'est petite, ça, quand même. Petite ? Ah, ok, ouais. Je pensais que t'avais un nouvel instrument, là. Ah, tu veux dire, t'apprends, je croyais que tu voulais dire philosophiquement. Ah, j'apprends des choses. Ah ouais, grave, j'adore. Bien sûr, j'adore apprendre des trucs adultes. Même si c'est beaucoup plus dur. Oui, mais c'est rare parce qu'on n'a plus l'habitude d'être nul dans des choses. Ouais, ça, c'est pour l'ego, c'est génial, quoi. De te dire, ah oui, je suis à chier. D'ailleurs, ça fait partie des choses que j'aime, par exemple, dans la musique ou dans des choses comme ça. C'est s'autoriser des endroits où on peut être nul, parce que dans le travail, on peut pas trop être nul. Et disons qu'on peut pas le montrer. Oui. Mais quand, par exemple, tu fais un métier artistique, tu te dois d'être bon. Tu peux pas dire j'ai bien conscience que je suis encore en amateur et que bon, c'est un peu foireuse, mais soyez indulgent. Il faut que tu bosses dur, quoi. Tu peux pas te dire je regarde ma page, elle est moche, mais je vais la laisser comme ça, c'est pas grave, tu vois, parce que c'est ce qui est beau, c'est d'apprendre. Non, il faut que ce soit beau à la fin et tout court. Alors que en musique, par exemple, c'est pas grave d'être nul à chier. On est là pour s'amuser. Dans le sport, jamais je ferai des performances de quelqu'un qui a commencé le sport jeune, par exemple, tu vois. Ça, c'est pas possible. Je pourrais jamais rattraper le fait d'avoir commencé le sport à 30 ans. Je sais pas, il y a des années, j'ai commencé à prendre des cours de russe, par exemple. Une des choses que j'aime dans cette langue, c'est que je sais que je la maîtriserai jamais, par exemple. C'est pas possible, en fait. Et qu'est-ce que t'aimes là-dedans ? Dans le fait d'apprendre les trucs ? Dans le fait de savoir que tu vas jamais la maîtriser complètement. Alors déjà, il y a le côté, on a encore de belles années devant nous. Je vais jamais m'en lasser. C'est un peu l'histoire sans fin, quoi. Tu vois, c'est de te dire, oh, génial, dans 10 ans, j'aurais progressé de temps, mais je saurais toujours pas parler. C'est génial. Tu vois, il y a un truc comme ça, un peu une espèce d'autoroute sans fin, quoi. T'as jamais fini d'apprendre, et puis, je sais pas, j'aime bien apprendre des trucs, quoi. J'ai l'impression de m'équiper, tu sais, comme dans un jeu où tu récupères de l'équipement au fur et à mesure, quoi. Tu te stuffes. Ouais, et tu dis, je suis sûre que ce bouclier me servira à quelque chose un jour. Regardez mon plastron. Ouais, j'aime bien. Et c'est cool, et puis, et c'est cool aussi de voir le chemin que tu parcours, de te dire, dans le sport, c'est très facile parce que tu peux voir tes temps, donc tu dis, quel chemin depuis 10 ans. Mais j'aime bien les toutes petites progressions aussi. Dans les strates, tu racontes que
Quand t'étais petite, il y avait des trucs pour lesquels t'étais nulle, mais personne t'a dit que t'étais nulle, donc tu savais pas, donc t'étais en mode je suis très bonne. C'est à la fois super, à la fois terrible, parce que ça veut dire que t'as pas tellement accepté qu'on pouvait être nulle dans des choses, mais en même temps, au moins, ça t'a donné la confiance d'y aller quoi qu'il. Carrément. Et est-ce que ça t'a des fois mis un peu des bâtons dans les roues d'avoir été nulle en rien, parce que personne t'avait dit? Genre par exemple le ski, la danse, je pense que c'est ça que tu cites comme exemple. Bah regarde le permis, hein. J'y arrive pas et je comprends pas en fait. Je me dis mais pourtant j'ai travaillé, alors pourquoi ça marche pas? Normalement quand je mets tous mes efforts dans quelque chose, ça marche toujours. Et je tape ma tête contre le mur, je me dis je comprends pas, pourtant j'ai travaillé. Ouais, ça m'a donné un gros élan de démarrage, de croire ça, de toujours partir du principe qu'il n'y a pas de raison que j'y arrive pas si j'essaye quelque chose, et de pas attendre de résultats particulièrement. C'est-à-dire que par exemple, on m'a pas appris plutôt le goût de l'effort, de me battre pour obtenir quelque chose, et que du coup, il y a un vrai moment de consolation dans le fait de réussir. Pas du tout, pour moi, c'est une étape, tu vois. Enfin, c'est pas une étape, c'est un détail. C'est genre pouf, 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 ça déroule, tac, hop, à la fin, c'est réussi, super, truc suivant, quoi. Et ça fait, je te dirais qu'un des trucs qui est chiant avec ça, c'est qu'il y a aucun moment où t'es content de toi. Il y a jamais de moment où je me dis putain, c'est bien quand même ce que j'ai fait. Mais jamais, jamais, jamais. En toute honnêteté, je me dis jamais que c'est bien ce que j'ai fait. Parce que c'est pas important, ça, tu vois. Donc, mais qu'est-ce qui est important alors? Eh ben, d'être en train de continuer à faire des trucs. Mais j'arrive pas à me dire. Par exemple, je suis hyper mal à l'aise avec tu sais, les célébrations de trucs, genre on en est à tant d'exemplaires vendus et tout ça. Je suis un peu genre oui, bon, allez, parce qu'en fait, ça, je sais pas, ça me met mal à l'aise la célébration des réussites. J'aime pas trop ça. Tu t'arrêtes quand pour te dire jamais? Tu t'arrêtes jamais pour te dire c'était dur et je l'ai fait? Non, mais je dis pas que c'est bien. C'est un vrai sujet. Ouais, non, j'arrive pas, et du coup ça. J'imagine que normalement ça devrait rythmer un peu l'effort, d'avoir des moments de hey, tu vois. Par exemple, tu t'offres un cadeau à chaque BD, non? Ça, ouais. Mais c'est plutôt pour le fait que j'ai fini. Plutôt que pour le résultat. Oui. Tu vois, je me dis, putain, j'en ai chié. Allez, je vais aller m'acheter un set Lego, quoi. Parce que je me dis, putain, j'en ai. Et aussi parce que sur les derniers mois, c'est ce qui me fait tenir. C'est de me dire, oulala, je vais tellement m'acheter un petit set Lego à la fin. Voilà. Mais c'est pas, oh là là, c'est un beau succès, donc je m'offre un truc, quoi. Tu vois, ça, je préfère faire, je vais pas savoir, ne me dites pas. Et ce qui est chiant, c'est que je pense que ça. Par exemple, tu vois, à la fin des courses, quand je finis la course, donc j'ai ma médaille, je suis trop contente. Je lui fais des petits câlins avec ma joue, comme ça. Et dès que j'arrive chez moi, je la mets dans mon tiroir à médailles, et puis j'y pense plus jamais, et le lendemain, je veux plus en entendre parler. Voilà. Est-ce qu'on peut s'arrêter sur le tiroir à médailles? Ouais, j'ai un tiroir à médailles. Il y a quoi dedans? Toutes mes médailles. Mais il y a des médailles de quoi? De course. Attends, t'en fais beaucoup? Oui, donc j'ai plein de courses, j'ai plein de médailles depuis des années, et du coup j'ai un tiroir à médailles. Donc peut-être ça dit quand même quelque chose de moi. Je possède un tiroir à médailles, et elles sont toutes en vrac dedans. Le fait que ce soit un tiroir et pas une vitrine... Ah non, voilà, déjà tu vois, ça. J'ai un tiroir à médailles elles sont là parce que j'aimerais pas les perdre, parce que c'est plein de souvenirs, t'es dessus, il y a écrit où c'était, quelle date et tout, et je m'en souviens, donc voilà. Mais voilà, après on n'y pense plus, elles sont dans un tiroir. Je les possède, mais je les vois pas. Et j'ai pas envie d'en parler le lendemain, j'ai pas envie de continuer à... Genre, tu sais, à chaque fois ils te disent Pénélope, voulez-vous recevoir les photos de votre course? Je fais, non, surtout pas. Bon, déjà parce que qui a envie de se voir après avoir couru 4 heures, et aussi parce que non, c'est bon, ça, on s'en fout. Voilà. Ok. Et quand ça a pas marché, quand t'as postulé aux écoles d'art, j'ai l'impression que t'as un peu raté toutes celles où t'as postulé. Comment t'as géré le fait que genre toute ta famille t'avait toujours dit toi tu seras artiste, c'est sûr, il y a aucun doute, toi t'étais passionné, donc j'ai l'impression que quand t'es passionné par un truc, tu te dis quoi qu'il ça va marcher. Ouais. Et là on t'a dit bah non. Ah ouais, putain, c'est fou, hein. Tu sais que c'est vraiment une scène que j'oublierai jamais, je pense. Pas tant quand j'ai raté mes concours, parce que bon, j'ai fini par en avoir d'autres, puis en fait j'ai eu l'école que je voulais à la fin, donc tout est bien qui finit bien. Mais un truc plus marquant pour moi, c'est vraiment mon diplôme de fin d'études, mon film de fin d'études. Fini de rire, il est sur Vimeo, si jamais. Putain, il devrait pas y être, parce que vraiment j'avais tout fait pour qu'il y soit pas. Mais bref, et ouais, bon, c'était un échec terrible, et pourtant j'avais beaucoup travaillé. Et surtout... T'as eu la moyenne? J'ai eu... Pas la moyenne, non. Non, j'ai pas eu la moyenne. Non, j'ai rattrapé le total avec... En fait, ta note, elle est divisée en deux. Il y a ton projet de fin d'études et il y a ton mémoire. Ok. Et j'ai eu une pure note à mon mémoire. Et du coup, ça a fait que j'ai eu au final genre 12-13 et que c'est bon, j'ai eu mon diplôme. Mais non, mon film, c'était vraiment une cata. Et surtout, le moment de la projection du film où t'es dans un amphi avec des gens qui regardent ton film, tu sens vraiment... C'est très, très dur quand les gens n'aiment pas. Hein. Et surtout que c'était de la comédie. Ouais. Que là, ils rigolaient pas.
Non, mais ils souriaient pas non plus. Ils tout sautaient, ils se raclaient la gorge. Enfin, c'était épouvantable dans une grande salle avec de l'écho. C'est une vision de l'enfer, hein, de montrer ton travail devant des gens qui en ont rien à foutre, mais d'être présent. C'est très très dur. Et quand c'était fini et qu'ils m'ont dit que c'était de la merde, en gros, quoi, et que j'ai encaissé sans rien dire, en me disant merci beaucoup. Et j'habitais pas très loin de l'école, et donc après je suis rentrée chez moi en voyant personne. Je suis arrivée dans ma chambre, j'ai pleuré, mais vraiment, je m'en souviens encore. Je me souviens mon canapé lit. J'ai pleuré, j'avais éteint mon téléphone et évidemment, j'avais ma mère qui m'appelait pour savoir alors comment ça s'est passé, est-ce que tu as eu 20, est-ce que tu es majeure de ta promo? Et donc je voulais pas lui dire que j'avais foiré parce que je savais qu'elle allait me dire mais c'est parce que c'est que des cons, voilà. Et que je me disais j'ai envie qu'on me laisse me confronter à la réalité qui est que non, c'est pas des cons, c'est juste que c'est pas bien, quoi, tu vois. Enfin, c'est pas bien, il y a pas de bien ou pas bien, c'est une œuvre artistique, mais ça ne répondait pas en tout cas aux critères qu'ils avaient, et it's okay en fait, tu vois. Et c'était plus ce qui m'a vraiment brisé le cœur, c'est que je me suis dit mais alors qu'est-ce que je vais faire de ma vie si en fait on me dit que je suis mauvaise dans la seule chose que j'aime faire. Voilà, ça c'était une vraie question très légitime et sincère, c'était que je pleurais de ça, je pleurais de me dire mais alors qu'est-ce que je vais faire en fait, je vais aller m'inscrire dans une fac de quoi, je vais faire quoi comme boulot, si c'est pas grave, à l'époque j'avais déjà 3 jobs alimentaires et j'étais pas inquiète, je savais que je pouvais payer mon loyer en faisant d'autres choses, mais j'étais triste de me dire putain c'est vraiment ça que j'aime faire, j'ai cru que ce serait avec ça que je gagnerais ma vie et en fait plan B ça va pas être avec ça que je vais gagner ma vie, quoi. Et j'étais malheureuse de ça, c'était un peu comme un chagrin d'amour, tu vois, de me dire bah non en fait cet avenir que j'avais envisagé il n'existe pas parce que c'est pas bien ce que je fais en fait, c'est pas bien, et je me suis monté le bourrichon toute seule depuis des années avec l'aide de tout un système familial à me faire croire que j'étais bonne pour faire ça, et c'est faux en fait, c'est pas vrai. Et après avoir pleuré jusqu'à ce que vraiment j'ai mal à la tête et que ma truffe soit énorme, et ben voilà, je me suis dit mais non, mais en fait attends, je crois que je prends pas le problème dans le bon sens. C'est pas grave que eux n'aient pas aimé, tu vois, ça va pas m'empêcher de faire ça en fait, voilà. Mais c'était ça qui me rendait malheureuse. C'était de me dire, y a rien qui me fait plus de peine. C'était pas le fait qu'ils aient pas aimé, c'était de me dire, mais alors ça veut dire que je vais pas pouvoir faire ça tous les jours de ma vie, en fait. Et comment t'as eu ce switch de c'est pas grave si eux ils ont pas aimé, je vais quand même le faire. Je me suis pas dit, c'est pas grave, qu'à cela ne tienne. Mais je me suis dit, bon, bah, de toute façon, maintenant, c'est obligatoire. Nos films, on devait les envoyer aussi pour les sélections de tous les festivals. Donc t'es obligé d'aller un peu au bout du process, tu vois. Et je me suis dit, je vais dessiner d'autres trucs, ça va me faire plaisir. Je me souviens que j'avais fait une petite BD comme ça, sur ma déception, une petite BD où j'avais redessiné toute la scène des profs qui me disent que c'est de la merde et tout. Je me suis dit, ça reste ce qui me console le plus, malgré tout, en fait, même si c'est pas bien, apparemment. En tout cas, moi, c'est toujours ce que j'aime faire le plus, c'est faire des petites BD de trucs qui m'arrivent, donc voilà. Et après, je pense que je me suis dit, bon, go, il faut quand même trouver du boulot, et j'ai trouvé du boulot dans l'illustration. Et en fait, il n'y a pas eu de moment inverse en miroir de ça où je me suis dit, en fait, si, ce que je fais est super. Mais je me suis dit, mais en fait, peu importe si on me paye pour le faire, mais peu importe que ce soit super ou pas. En fait, c'est ça que j'ai juste réarmé un peu mon objectif qui était, ouais, il faut juste que les gens me payent pour le faire. Et après, le film, il a été en sélection dans des festivals pleins, et ça m'a un peu consolée aussi, c'est que je me suis dit, et n'oublie pas aussi que parfois des gens vont dire que c'est à chier par terre, ça ne veut pas dire que d'autres gens ne vont pas aimer. Ouais, ou une première expérience où tu vois un peu le mood global du milieu artistique, ouais. C'est souffler le chaud et le froid en permanence, quoi. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, en fait, c'est hyper formateur de voir ça, de te dire, il y aura très rarement un avis consensuel sur ce que tu fais. C'est à ce moment-là que t'as le plus douté dans ta vie ? Non, c'est plein de fois après encore. Alors, vraiment plein de fois. À chaque fois que j'ai revécu l'équivalent de cette expérience-là dans le boulot, c'est-à-dire d'autres gens qui m'ont dit que c'était nul à chier. À chaque fois, ça m'a fait douter. Hein. Et ça me fait encore douter quand les gens disent que c'est nul à chier ce que je fais. On te le dit encore beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a un truc quand même pas consensuel, mais tout le monde est d'accord sur le fait de dire que t'es trop forte et que c'est super. Eh ben, merci. Mais non. Non, il y a toujours... Alors, tous les avis se valent pas, selon moi, tu vois. Je doute moins, évidemment, que quand j'étais étudiante. Je suis forte maintenant de plus de gens qui m'ont dit que c'était bien, donc qui me font me dire que je suis pas folle, tu vois, que c'est pas juste moi qui ai très envie de dessiner dans ma chambre. Mais il y a quand même... Tu peux toujours me dire que c'est nul, et si c'est dit d'une façon qui me touche parce que je trouve que ça a du fond, ça me fait mal quand même. J'arrive à dissocier... c'est pas bien ce que je fais, c'est des gens qui m'aiment pas moi. Ça, j'arrive à faire à peu près la part des choses. Mais qu'est-ce qui est pire ? Qu'on n'aime pas ce que je fais. Oui, mais je veux dire, parce que ce que tu fais, si on critique ce que tu fais, c'est un peu on te critique
toi aussi, non? Tu le prends pas personnellement vu que c'était ton bébé que tu viens de présenter au monde? T'as raison, c'est vrai. Mais en fait, c'est parce que je pensais plutôt si on critique le dessin, tu vois. Oui, d'accord, ok. Si on dit putain, qu'est-ce que c'est moche, ça me fait de la peine. Si on me dit putain, quelle pauvre meuf, se prend pour qui cette connasse, je m'en fous. Parce que j'ai plus 20 ans, quoi. Mais quand c'est, par exemple, tu vois, si c'est sur le dessin, pour un truc où je me suis vraiment cassé le cul, ça me fait de la peine parce que la réalité est que j'ai donné mon max pour ce truc. Donc si on dit que c'est de la merde, c'est pas parce que je suis une feignasse ou quoi que ce soit, c'est parce que c'est vraiment pas bien. Donc ça, c'est toujours pas très agréable, ouais. Mais bon, tu peux pas, malheureusement, ne pas avoir des gens qui trouvent que c'est nul ce que tu fais. Et tu l'as compris direct, ça? Non, pas du tout. Bah, tu vois, d'ailleurs, c'est toujours un peu hésitant, hein. Ma chance, c'est qu'au début, le gros des critiques, vraiment, que j'ai pris pleine face, beaucoup, et très, très violente, c'était pas du tout sur mon dessin, c'était sur qui j'étais. Pourquoi? Bah, parce que j'étais une meuf qui parlait de chaussures. Donc, j'étais une connasse, voilà. Ça, le fait que j'étais une pauvre conne, ça, c'est plutôt là-dessus qu'on a critiqué mon boulot au début. Ce qui a l'avantage d'être tellement violent, et tellement brutal et tellement tu peux rien y faire que ça questionne pas ton travail au final, à moins que, ou alors si tu dis du coup, si j'en suis votre logique, il faudrait que j'arrête de m'exprimer et d'exister. Donc voilà, ça je peux pas. Tu vois, je pense que si dès le début les critiques ça avait été putain, les perspectives, c'est l'enfer, quoi. Vraiment, la meuf c'est pas dessinée. Ça m'aurait peut-être plus freiné que d'entendre. Enfin, tu peux même pas imaginer tout ce que j'ai vu et entendu sur moi quand j'ai commencé à faire de la BD. Quand je serai très vieille, je ferai un livre de ça. Mais attends, là j'ai deux trucs. Premièrement, même si les gens ils aiment pas ton dessin c'est quand même qu'une partie de. Enfin, parce que j'ai l'impression que le scénario et ce que tu racontes, bon, peut-être pas moite-moite, mais c'est quand même un gros truc. Oui. Donc le dessin c'est quand même qu'une partie. J'ai l'impression que Myriam Mal elle avait beaucoup ça aussi. Elle s'est beaucoup fait tanner en mode les gens n'aimaient pas ses dessins. Et tu fais oui, mais il y a même si les dessins c'est pas ce que tu préfères, il y a quand même énormément de choses, c'est tout un univers autour, quoi. Ah ouais. Mais après, tu vois, c'est intéressant que tu parles de l'exemple de Myriam parce que je pensais à ça l'autre jour. Je regardais sa dernière BD qui est vraiment pour moi la meilleure qu'elle ait faite, qui est encore plus belle que ce qu'elle faisait d'habitude parce que vraiment tu sens que son dessin justement il change tellement. Et Myriam, ça nous fait marrer parce que il y a toujours le mot naïf qui intervient pour parler de son dessin avec son trait naïf. Et tu dis putain mais c'est fou, c'est tellement un mot pour dire dessiné par une meuf. Parce que c'est tellement pas naïf son trait, enfin avec son trait naïf. Mais en fait le principe de la BD, à moins de faire de la BD en hyper réalisme avec plein de petits traits, c'est que c'est de la ligne claire qui simplifie. Est-ce que Hergé a un trait naïf? Enfin tu vois. Et c'est vraiment, et on se disait, trouve-moi un mec dont on dit qu'il a un trait naïf. C'est vraiment, il y a un truc aussi, il faut apprendre à voir, et tu l'apprends très tôt quand t'es une femme artiste, je pense. T'arrives très très bien à lire entre les lignes de. Mais qu'est-ce que tu me reproches en fait dans le fond à part d'être une meuf? Parce que quand on dit oui le sujet ça vole pas très haut, les petites histoires de moi je, tu fais l'autobio donc d'accord. Voilà. Moi je, c'est l'autobio en fait. C'est plein de mecs le font aussi. Hein. Quand le trait de Myriam il est un peu naïf, non il est hyper synthétique parce qu'elle dessine super bien en fait. Voilà, c'est pas naïf ça. Et vraiment apprendre à te dire, en tout cas dans notre milieu à nous. Hein, oui, mais en fait, c'est quoi que vous me reprochez dans le fond? C'est vraiment juste d'être une meuf, quoi. Ça aide aussi, et c'est pour ça que attaquer le dessin, tu peux un peu argumenter. Par exemple, si quelqu'un dit, bah tu vois, dans les dessins alors je vais pas reparler de Myriam, mais je trouve que tel truc là, tu vois, ça se voit que le dessin c'est pas abouti, c'est pas bien, ça c'est une vraie critique et ça peut faire mal, tu vois. Mais quand tu dis bon bah c'est toi qu'on critique parce qu'on me dit tes sujets sont pas intéressants, au bout d'un moment tu te dis ouais bon ok en fait juste tu peux pas me blairer quoi, tu vois, c'est pas mon dessin le problème. Est-ce que après avoir fait ton blog donc où tu parlais beaucoup de toi, anecdotes de ta vie et tout, est-ce que t'as eu un truc après de il faut que je fasse un truc sérieux parce que les gens ils ont dit que c'était léger ce que j'ai fait avant? Ouais, vraiment. Pas après mon blog, mais pendant, parce que mon blog, en fait, je l'ai continué jusqu'à méga tard. Mais je l'ai continué après, depuis très longtemps. Mais oui, au début, il y avait un truc où je me suis dit, il faut que j'arrive à être prise au sérieux dans ce métier. Il faut que j'arrive à plus être moi. En fait, vraiment, je me suis dit, il faut que j'arrive à faire comme font les mecs. Vraiment, quoi. C'est-à-dire... les mecs et les meufs qui font pas d'autobio et qui font des trucs sérieux et tout ça. Et vraiment, j'ai perdu du temps, je pense, heureusement pas au point d'en faire des livres, mais j'ai perdu du temps à vouloir m'excuser de faire ce que j'aime faire.
Voilà, c'est-à-dire j'aime fondamentalement raconter des histoires insignifiantes de femmes. Voilà, j'aime ça plus que tout et c'est pas grave, mais il m'a fallu du temps pour me dire mais c'est vraiment fais-le alors en fait, tu vois. Sans te dire ah ouais, mais du coup on va encore dire que et je pense que vraiment tu pourrais poser cette question à plein de meufs dans la BD, on est toutes passées par là il y a une quinzaine d'années quoi. Se dire qu'est-ce qui va me faire gagner en respectabilité à un moment et qui va faire qu'on va me prendre au sérieux. Et c'est pour ça que t'as, pendant les années qui ont suivi, beaucoup parlé d'autres gens? Non, alors heureusement, quand je te disais ça m'a pas poussé à faire des livres, c'est que malgré tout, les raisons qui m'ont fait faire des livres ont jamais été connectées à ça. Ça part toujours d'un génial, je suis tombée sur un sujet, j'ai trop envie de faire un livre, quoi. Donc c'est pas très très corrélé, mais non, tu vois, la preuve, c'est que je me souviens que quand j'ai eu l'idée de faire Culotté, les 2 personnes du travail à qui j'ai exposé l'idée m'ont les 2 soumises l'idée que ce serait peut-être bien qu'il y ait des mecs dedans aussi. C'est vrai, true story. Et évidemment, je me suis dit, bah oui, parce que sinon, c'est encore des histoires de femmes. Et je me suis dit, ouais, mais en fait, non, là, je veux vraiment que ce soit ça, en fait. Donc, voilà. Et ça m'a pas empêché de le faire. Mais par exemple, c'est vrai qu'avant de faire les strates, une des trucs où je me suis dit, oh, t'es sûre, putain, c'est que je me suis dit, je refais de l'autobio, quoi. Je raconte encore mes histoires et après j'ai eu mes règles et après machin et en le racontant je fais une petite voix ce qui prouve que voilà et que je me suis dit ça va. Au début par exemple je voulais qu'il n'y ait pas de presse. J'avais dit chez Gallimard, je veux pas faire d'interview, je veux pas qu'on me dise alors à un moment vous racontez qu'une fois votre mère machin. Je dis je veux c'est possible ou pas qu'on fasse pas du tout d'interview, pas du tout de presse. Donc ils m'ont fait ça nous arrange vraiment pas mais parce que je me suis dit j'ai pas envie que en fait, voilà, je voulais que juste ça sorte et qu'on m'en parle pas, quoi. Et ce qui est débile. Pourquoi ? Parce que je pense que je gardais quand même. J'étais contente de faire de l'autobio parce que c'est ce qui est le plus facile à faire, que j'avais envie de le faire. Mais je gardais un peu le PTSD, je pense, des années blog, où je me disais, on va me dire, alors, tu racontes ta petite vie de meuf. Toujours un peu un auto-dédain, quand même, pour ce genre-là. À me dire qu'est-ce que ça dit de moi le fait que je raconte ma vie, qu'est-ce que je pense que quand même c'est des traces qui restent, tu vois, le fait que ce soit un sous-genre quand même dans la BD j'entends. Oui. Et en plus même pas tant que ça dans la BD parce que le lectorat il a changé complètement entre-temps en 15 ans, tu vois, mais il y a toujours un truc de j'en avais pas mal parlé avec Digli. Je sais pas si tu non, je connais très peu. Une incroyable autrice et très très grande dessinatrice qui a commencé son blog BD dessin un peu à la même époque que moi. On était toutes les meufs qui racontions notre vie et qui s'en est pris mais plein la gueule, mais tu peux même pas imaginer. Et c'est une incroyable dessinatrice, mais vraiment, elle a un dessin extraordinaire. Et par la suite, elle est aussi devenue romancière et elle écrit des romans incroyables et elle fait des livres de poésie. Enfin, vraiment, il y en avait là-dessous en fait à l'époque. Mais comme c'était une meuf qui racontait sa vie de meuf, elle a une étiquette de pauvre conne très fort, quoi. Et parfois, un peu comme un club des vétérans de la guerre, tu vois, avec plein de meufs de cette époque-là, on se rappelle ce qu'on a encaissé. Et comme aujourd'hui, on mettrait un mot différent là-dessus, tu vois. Mais c'était ça, quand même ça. Je pense que ça a beaucoup conditionné nos débuts de carrière. Et les gens, du coup, quand t'as fait la presse des strates, ils te parlaient plus du fait que tu parlais de ta vie plutôt que des sujets qu'il y avait dans le livre ? Bah ouais, c'était alors vous revenez à l'autobio après le blog, tu vois. Il y avait un truc comme ça et ça me faisait chier, mais en même temps, j'ai plus 20 ans, donc je pouvais aussi dire bah oui, parce qu'en fait c'est un genre que j'adore lire déjà. Moi, j'adore l'autobio, j'adore les récits de femmes. Enfin, je vais pas m'excuser de raconter ma vie et surtout les bibliothèques sont remplies de livres qui racontent la vie de plein de vieux dudes depuis que l'imprimerie a été inventée, donc ok, c'est pas hyper grave s'il y a mon livre en plus, quoi. Ok. Je t'ai dit, moi, quand j'ai lu les strates il y a quelques jours, j'ai pleuré très très fort. Parce que t'as un chat. Parce que j'ai un chat. Mais en fait, la case où le chat la regarde, je te jure, j'ai pleuré plusieurs fois. À chaque fois, je rouvrais en disant il faut continuer, et je repleurais. Et il y a cette phrase que je trouve folle, que je vais paraphraser parce que j'ai pas de mémoire, mais tu dis globalement que tu voulais plus jamais de chat parce que tu disais qu'il pouvait peut-être encore mourir. Coucou, ici la Fanny du montage. Je suis pas certaine que ça soit clair, donc remise en contexte. Dans une des bandes dessinées, elle parle de son chat qu'elle a eu quand elle était très jeune, qui est mort, et du coup, à sa mort, elle s'est dit plus jamais je prends de chat parce que c'est beaucoup trop triste quand il meurt. Est-ce que c'est le genre de réflexe que t'as dans la vie de si t'as eu trop de peine à cause d'un truc, tu te dis plus jamais ? Parce que là, t'as quand même 2 chats.
3. Ce qui prouve que j'ai vraiment bien écouté mes propres principes. C'est en faisant les strates que j'ai pris mon chat. C'est en écrivant cette phrase que je me suis rendu compte à quel point c'était débile et que du coup, quand les strates sont sortis, j'avais mon chat depuis 2 semaines. Parce que j'ai pas remis en contexte, mais donc ton chat que t'as eu. Oui, j'ai eu un chat quand j'étais petite, mon chat Fumé, que j'ai eu quand j'avais 5 ans et qui a vécu 20 ans. Donc j'ai eu ce chat toute ma vie. Et quand elle est morte, ça a été évidemment le drame de ma vie. Et vraiment, c'est pas une blague. Et je m'étais dit, c'est pour ça que même si j'aime tellement les chats, tellement les chats, s'il y a une fête, il y a un chat, on m'a perdu, j'ai disparu, je suis en train de parler au chat. Je m'étais dit je pourrais plus jamais avoir de chat à l'époque où je l'avais écrit parce que je me souviens trop de la vivacité de cette peine-là et je veux plus jamais la vivre. Et en fait, en l'écrivant et en le dessinant, je me suis dit donc ça veut dire que tu vas plus non plus jamais avoir d'amis parce qu'un jour ils mourront. Enfin, tu vois, je me suis rendu compte de la limite un peu de mon raisonnement et du coup j'ai adopté un chat qui est arrivé dans ma vie 2 semaines avant que le livre sorte. Donc c'était drôle parce que en fait, voilà, mon raisonnement était tombé à l'eau en quelques mois. Et suite à ça, ça a été la dégringolade. J'en ai 3 maintenant. Donc, mais c'est en ayant écrit que tu t'es dit... que je me suis dit, c'est débile. Et t'as souvent ça, écrire, pour toi, à quel point ça change des choses dans ta façon de penser? Ah, mais c'est vraiment la parole de l'inconscient. Ça fait toujours un peu gnangnan de dire je peux être surprise par ce que j'ai écrit, mais moi par exemple j'écris toujours tout innocemment en me disant non mais ça parle pas de moi, ça parle de rien de spécial, je sais pas, c'est juste une histoire. Et en l'écrivant par exemple tu vois les culottés, c'est quand à la 1000e fois on m'a dit mais pourquoi ces femmes là, pourquoi vous avez choisi celle-là et pas d'autres, et que je me suis dit mais parce que j'ai complètement l'impression d'être chacune de ces 30 là en fait, c'est que je me dis c'est moi en fait, c'est moi. Et de la même manière je pense que je racontais ça avec de la distance en me disant j'ai mon petit raisonnement qui est bien fermé, bien verrouillé parce que je l'ai terminé il y a des années. Ah, voilà. Et c'est ainsi que je n'aurai plus jamais de chat. Et vraiment, en l'écrivant, je me suis dit, mais tu te rends compte comme c'est con ce que tu dis et que, le voir, tu peux pas mettre plus de distance avec ce que tu penses que de l'écrire. Et j'ajouterais le dessiner. C'est-à-dire le mettre en scène, te dessiner toi-même en train de dire ce truc-là. C'est le truc en 8 bandes pour te voir avec de la distance et te dire encore plus... c'est vraiment débile. Par exemple, dans les strates aussi, je pense à ça, tu vois. J'avais prévu de raconter le méga râteau d'amour que je m'étais pris au lycée par ce mec que j'ai suivi à l'autre bout de la terre alors qu'il était avec sa meuf et que vraiment tout le monde pouvait voir le truc arriver à part moi. Et c'est en le dessinant que je me suis dit oh là là, mais j'étais vraiment super. Alors que dans ma tête, c'était un souvenir où j'étais une grosse bouffonne. Et c'est en l'écrivant et en le dessinant que je me suis dit franchement, en fait, ce serait une pote à moi qui ferait un truc comme ça aujourd'hui à l'âge qu'on a, je lui dirais bravo meuf, franchement t'as quelle force quoi, quel courage. Et souvent quand même de raconter l'histoire, c'est comme si tu l'entendais raconter par quelqu'un d'autre et que c'est plus toi le personnage principal, c'est un personnage. Donc tu vois les choses de l'extérieur. Est-ce que tu trouves que t'es aussi courageuse que quand t'étais ado? Non. Pourquoi? Parce que je me suis vachement endormie quoi. Tu vois, maintenant, quand j'ai un truc où c'est flemme, je me dis, tu vois, j'ai mi vieilli, mi embourgeoisé, vas-y, flemme, ça me fait chier. Je me bats plus trop pour des trucs, je me bats plus trop pour les gens qui s'éloignent, par exemple. Tu vois, je me suis rendu compte que il y a encore 10 ans, quand je sentais que j'avais une amitié qui commençait à affaiblir, je me battais vachement et tout. Maintenant, j'ai une attitude beaucoup plus lâche, encore une fois, qui est de dire, ouais, tu sais, parfois les amitiés ça se termine, c'est comme ça, tu vois, je me bats plus. Je trouve que je suis beaucoup moins courageuse qu'avant. T'es plus heureuse à 30 ou à 40 ans? À 40. Ah ouais? Pourquoi? Parce que je suis j'ai des idées moins arrêtées. Parce que je trouve que à 30 ans, je pense que je te dirais dans 10 ans que je suis mieux à 50 qu'à 40, quoi. Quand je vois le chemin qu'on fait sur les idées arrêtées qu'on a, qu'est-ce que c'est cool de vieillir, quoi. Qu'est-ce qu'on est de moins en moins bête. Genre, par exemple? Surtout. Franchement, moi, je me suis éduquée tellement sur le tard, sur plein de sujets. Twitter a fait mon éducation sur tellement de trucs. Non, mais c'est vrai. Ce qui aujourd'hui serait très mauvais signe, mais qui à l'époque, ça allait encore. À l'époque, moi, je vous parle du Twitter de 2014, 2015. C'est tellement de sujets que je maîtrisais mal, que je comprenais pas. J'ai écrit des choses tellement bêtes. On enlève des couches de l'oignon de la bêtise de plus en plus en vieillissant. Et surtout maintenant, je sais que je risque de changer d'avis encore surtout. Dans le bon sens, je me le souhaite, pas faire machine arrière. Mais elle va devenir fasciste. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous l'aurez lu ici en premier. Non, mais dans les trucs où je me dis, ça, tu vois, ça c'est ma limite.
Je me dis, ouais, enfin, il y a quand même gros à Paris que dans 10 ans, ça le soit plus du tout. Donc, ne jure de rien, tu vois. C'est qu'en fait, je pense que c'est un chemin qui s'arrête jamais d'ouvrir les yeux, quoi. Donc, ça me rassure quand je pense à des trucs que je pouvais penser il y a 10 ans, de me dire, oh là là, putain, génial, tout ce qui avance en 10 ans, quoi. Après, bah oui, je pouvais dormir moins et j'étais moins fatiguée et j'avais pas besoin de lunettes quand je lis. Donc, ça, c'est pas très marrant. Quand je me blessais, on me disait pas, c'est normal, passer un certain âge, ce qui est toujours une phrase hyper agréable à entendre, mais je trouve qu'intellectuellement, quand même, c'est mieux. Et c'est pour ça aussi que quand je vois des gens qui ont des idées hyper arrêtées, alors on s'entend, des gens qui ont des idées hyper arrêtées, mais qui n'ont pas franchi la ligne de vous êtes des irrécupérables. Vous voulez du mal à des gens, par exemple, mais qui sont un peu à dire ah mais ça, je suis pas d'accord, il y a quand même une zone floue et tout. Je me dis franchement, c'est pas grave. Ils vont changer d'avis. Moi, je suis sûre que quand tu as commencé un élan, que tu vas dans le bon sens, il continue cet élan. Il y a des gens, depuis le début, tu vois que c'est pas un bon élan, en fait. Donc, c'est pas étonnant qu'à un moment, on les ait perdus, comme on dit. Moi, je pense pas qu'on perde des gens, en fait. Je pense que le mal était là depuis le début et que c'est pas des gens qui allaient dans le bon sens. Mais quand tu vois que, même, je pense pas que à des gens dans le public, mais aussi des gens qu'on connaît, nous, dans notre entourage. En fait, il y a pas de mystère. Les gens que tu as vus, je déteste le mot se déconstruire, donc depuis tout à l'heure je slalom autour, mais que tu as vu faire des progrès sur certaines questions, tout comme toi-même d'ailleurs, et bah tu sais qu'ils vont continuer. Et je pense qu'on est plus intelligent avec le temps, quoi. Tu crois pas ? J'espère. Ouais. Bah disons qu'on... J'ai l'impression qu'il y a un pic de genre, tu sais rien, tu crois que tu sais tout, tu comprends que tu sais rien. Et donc... Putain, tu sais que c'est la théorie de mon mec qui dit que tu passes 10 ans à... Je sais plus, il le dit mieux que moi évidemment, vu que c'est sa théorie, mais tu passes 15 ans à construire ton truc, 15 ans à penser que tu sais, 15 ans après à te dire oh là là, mais attends, pas du tout, et que selon les moments où tu rencontres les gens, attention, il est dans sa phase. Tu sais, j'ai théorisé, maintenant je vais te dire. Alors, il me dit ça, ce qui est drôle, c'est que c'est lui-même une théorie qu'il a faite, donc ça ne manque pas de saveur. Mais voilà, c'est quelqu'un qui se remet tout le temps en question, donc il a le droit de dire ça. Mais ouais, c'est vrai que c'est ça, t'as raison. Toi, il y a des trucs dont t'étais méga sûre avant et maintenant tu dis mon Dieu, la bouffonne que j'étais. Ah bah ouais, carrément. J'étais pas méga sûre, parce que j'ai jamais été méga sûre de grand chose, mais où je pensais que c'était constitutif de moi, tu vois. On en parlait tout à l'heure, mais à l'époque où quand j'étais ado, par exemple, j'étais une fille qui est copine qu'avec des mecs. Parce que les filles, c'est chiant. Mais pas moi, parce que moi, j'étais pas comme les autres filles. Et complètement la reine des pick-me avant que je connaisse ce mot. Et que, ah non, mais moi, j'ai pas du tout besoin de lutter pour mes droits, puisque moi, en fait, j'ai le droit de faire ce que je veux. Donc, voilà. Oui, mais en même temps, on avait zéro conscience des privilèges avant. Tu sais, c'est marrant parce que j'ai une copine quand j'étais étudiante qui était un peu ma copine un peu faux folle. Et en fait, elle disait des trucs où je me disais, quel personnage. Et en fait, elle disait juste tout ce que je pense aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était vraiment, elle était complètement ostracisée, c'était la dingo. Tu vois, et elle faisait des trucs où nous on se disait meuf t'as pas compris. Par exemple, elle refusait de jouer selon les règles des mecs, quoi. Surtout sur la séduction, sur son rapport à son corps, sur l'épilation, sur ce qu'elle était prête à faire, fermer sa gueule pour un mec ou pas. Et nous on était genre bah c'est pas comme ça que tu vas trouver un mec. Et en fait plein de fois depuis j'ai pensé à elle et je me dis oh, mais elle venait du futur en fait, tu vois, elle avait par rapport à l'intégrité et tout ça. Et je lui ai dit après on s'est vu plus tard et je lui ai dit mais c'est fou en fait, tu venais du futur par rapport à nous. Et nous on se disait ouais bon. Elle refuse les évidences, quoi. Mais non, en fait, elle imposait son truc. Donc, je pense pas que malheureusement c'était qu'une question d'époque. Je pense que j'étais con aussi. J'étais con et je me disais que je pouvais trouver de la valeur qu'au travers des yeux des mecs. Donc, il fallait. Tu sais, quand tu regardes early 2005-2010, les trucs que les meufs journalistes et tout ça écrivaient sous couvert d'autodérision. Qui en fait c'était de la détestation pure de toutes les meufs, tu vois, de trucs de quel temps on a perdu à faire ça, quoi. Mais à l'époque, c'était super drôle. Et je sais pas, il y a tellement de sujets où je connaissais rien il y a encore 5 ans, 10 ans, des sujets de genre, des sujets heureusement que le temps passe et qu'on est moins cons. T'as des rêves de choses que j'aimerais faire, tu veux dire Ouais, quand même. C'est quoi En fait, j'ai plutôt des cauchemars et mes rêves, ce serait que ça. Ouais. Classic shit. Ouais, je voudrais que les choses horribles n'arrivent pas.
En fait, Ouais, tu te définis plus par la peur. moi, je me définis par jusqu'ici tout va bien, tu vois. Et la petite certitude dans un coin de ma tête que ça va pas durer. Voilà, ça c'est ma vie. Ça vient d'où? Alors, je ne sais pas. À un moment, j'avais un début de piste. Je me disais, oh, c'est parce que mon père est mort brutalement. C'est ça qui fait que je me dis toujours, ouais, méfie-toi, à tout moment, le téléphone sonne et puis c'est fini, tout bascule. Tu vois. Je vis quand même pas mal post, un jour le téléphone sonne et tout bascule, parce que c'est comme ça que j'ai appris que mon père était mort. Voilà. Donc je me dis, oui, enfin, il n'y a pas de raison, quand on me dit, bah, attends, il n'y a pas de raison que les choses tournent mal. Tu fais, bah non, mais parfois elles tournent mal quand même s'il n'y a pas de raison. Donc ça, je pense que ça a, malgré tout, quand même mis un petit coup à mon insouciance. Et parce que c'est tellement super ma vie, en fait, que je me dis, oui, mais je connais ce téléfilm. Tout est super quand soudain donc voilà, moi je me dis toujours attention, on va rentrer dans l'acte 2 du téléfilm à un moment et tout ça est trop beau, c'est trop simple, tu vois, c'est pas possible que les choses se passent autant comme je veux, quoi. Et quand je raconte ça à mon mec, par exemple, il me fait la liste de tout ce qui ne va pas du tout comme je veux dans la vie et ce qui me dérange et qui est nul et tout ça. Il me fait, t'as juste oublié que blablabla. Je fais, oui, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Globalement, tout va bien. Et donc, en fait, le fait que tout va bien, pour moi, ça implique qu'à un moment, je vais pas le payer, mais que c'est quand même pas normal que tout aille bien. Donc, ça va partir en couille à un moment. Et donc, même zinzin comme je suis, il m'arrive de me dire, retiens bien tous ces moments où tout va bien, parce que comme ça, plus tard, quand ce sera une catastrophe, tu diras, oh là là, je me souviens, 2025, on était là, on buvait du thé avec Fanny, c'était à l'époque, tout allait bien. Voilà, je suis sûre qu'à un moment, ça va aller très très mal, mais version vraiment catastrophe, drame dans ma vie, et que je repenserai à ces années où tout allait bien. Voilà. Mais du coup, ça fait que, tu sais, quand on dit carpe diem, il faut vivre le moment présent. Putain, moi, je peux te jurer que je le vis le moment présent tout le temps parce que je me dis, oh, qu'est-ce que c'est cool la vie. Genre, je dis souvent ça, quoi. Je me dis, qu'est-ce qu'elle est cool ma vie. Tu pourrais justement être en mode profite. Ouais, je profite, mais aussi, je me dis, oh là là, tu vois, genre hyper souvent, je dis, oh là là, on a trop de chance, elle est tellement bien notre vie, quoi. Parce que je sais que c'est vrai, tout va bien, personne n'est malade. T'as 3 chats. Qui sont sublimes. Je sais. Ils sont sublimes. Et parfois, je suis en train de travailler chez moi, ils sont tous les 3 autour de moi et je les regarde et vraiment, je me dis, mais j'ai tellement une belle vie, c'est tellement, tellement beau ma vie. Je dessine, c'est mon métier. J'ai mes petits chats là autour de moi, ils sont tous les 3 magnifiques. Ils ronronnent, ils m'aiment. Donc ça, c'est très, très, très belle récompense. Et je me dis, oh là là, tant que ça dure. Donc, voilà. Et t'as pas des rêves de mieux autres qu'un truc négatif qui n'arrive pas? Parce que mieux, il y aura pas mieux, globalement. Non, mieux, il y aura pas mieux. Non, j'ai pas. Bah si, après c'est des choses qui me concernent pas moi parce que en fait ma vision des choses c'est je me dis bon bah moi c'est bon, c'est fait et j'ai pas à me soucier de moi. Moi ma vie est super. Ce qui me bouffe c'est le reste, c'est parce qu'on parle de tout ça depuis tout à l'heure comme si c'était mais en fait ce qui empêche de dormir la nuit c'est pas mes problèmes à moi, c'est le fascisme et l'éco-anxiété quoi qui ne s'arrête jamais et où je me dis j'aimerais ça aussi, je me dis plus tard on se dira c'était les dernières années où c'était pas encore tu vois, et ça c'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai de plus en plus de mal à vivre, cette anxiété-là. Il y a des moments où je sais plus comment faire, vraiment. Je me dis mais comment on continue à faire comme si, à être fonctionnel et à faire comme si tout allait bien, alors que ça va pas du tout. Et ça va de pire en pire, tu vois. Ça c'est pas très feel good, hein, désolé. Mais on va tellement dans le mur, c'est tellement horrible que je sais pas quoi faire. Donc. Et du coup tu fais quoi? Enfin comment tu fais pour? Ouais, j'y arrive pas. J'ai pas de solution pour ça. Je prends pas de médicaments, mais souvent je me dis bon, il faut vraiment arrêter. Je suis vraiment la dernière, il faut. Oui, peut-être, mais surtout ça va pas changer. Enfin, ça va pas changer le monde. Bah non. Non, je sais. Changer le monde, on donne du temps, de l'énergie, de la force et si on peut de l'argent aux gens qui se battent pour changer le monde. On essaye au maximum d'être de leur côté et de faire des choix professionnels qui ne vont pas à l'encontre de ses convictions. Bah, à part ça, moi, je peux pas faire grand chose, hein. Mais c'est pas possible de se dire, j'ai fermé la porte de chez moi, à l'intérieur, là, c'est super, je suis avec mes chats, et dehors, ça crame. Donc, j'ai la chance, on va dire, que ma vie à moi soit un super point d'énergie dans lequel je peux venir puiser. C'est super. Pour le reste, mais je suis pas du tout dupe du fait que ça va pas du tout, en fait. C'est un petit cœur névralgique dans lequel tout va bien, mais voilà. En fait, ça va pas. Qu'est-ce qui te touche dans l'art? Ah, qu'est-ce qui me touche dans l'art? Alors, il y a plusieurs niveaux. Il y a un truc hyper simple, hyper presque chimique, technique. Il y a certaines couleurs qui me font pleurer.
Ah ouais. Je me suis rendu compte de ça. C'est certaines associations de couleurs ensemble où c'est trop, je sens que ça monte et j'explose en larmes. Il se passe un truc, je sais pas. L'autre jour, j'étais chez mon éditeur et il y avait des épreuves d'un futur livre qui était scotché sur un mur et j'écoutais pas du tout ce qu'il me disait, je regardais et à un moment j'ai senti que ça montait, je me dis tout le monde va se foutre de ma gueule, genre oh elle pleure parce que c'est beau, mais en fait c'est vraiment il y a certaines couleurs ensemble. Ça m'est arrivé dans un musée avec mon mec et du coup il a pleuré parce que je pleurais. Enfin, ouais, parce qu'il pleure quand je pleure. Ça c'est la cascade, hein. Ça s'arrête plus. Ça me fait pleurer parce que c'est beau. Il y a certaines notes, certaines fréquences quand elles sont chantées, ou même si c'est la 8e fois que j'entends la chanson, et ça peut être des chansons pas du tout belles. C'est pour ça que je te dis que c'est technique. C'est vraiment un son où je fais ah là là, ça y est, je vais encore chialer, putain. Et donc j'essaye de pas y penser, j'essaye de me raconter un truc rigolo dans la tête parce que ça appuie vraiment sur un bouton dans ma tête qui me fait pleurer. Et sinon, je sais pas, par exemple, 50 000 ans après tout le monde, mais je regarde Empathie. Et dans Empathie, il y a un personnage, son mec se fout de ma gueule, à chaque fois qu'il apparaît. Ah, le vieux bien monsieur. sûr, oui. Non, oui. Quand on le voit, je commence à faire... Tu sais, mon mec, il me regarde de profil et je commence à serrer la bouche et je fais... Monsieur Dallaire. Dès qu'on le voit, c'est pas possible. Mais c'est normal, est tellement... C'est pas possible. Je pense à... Et c'est marrant parce que j'ai un de mes potes qui a commencé à le regarder. Il m'a dit, putain, on regarde Empathie, c'est trop bien, on n'arrête pas de chialer. Et je lui ai uniquement envoyé la photo de Monsieur Dallaire. Tu sais, qui fait le petit salut militaire à ses frères d'armes. Et j'ai juste envoyé la photo, il a fait, arrête. Je dis, bah oui. C'est... Oh là là. Et quand je repense à lui, j'ai envie... En fait, je pleure hyper facilement. Je pleure au moins une fois par jour. Tout me fait chialer et je pleure pas de tristesse, je pleure de beauté tout le temps. Je pleure de c'est trop beau. Dans une pub, des gens se retrouvent à la fin et je pleure parce que c'est beau. Enfin, vraiment, et j'ai arrêté de lutter. Avant, je cachais quand je pleurais ou je faisais de l'autodérision. Je faisais oh là là et ça y est, elle chiale et tout machin. Maintenant, je me dis bah c'est comme si j'étais quelqu'un qui éternuait beaucoup. C'est comme ça quoi. Voilà, je pleure tout le temps. Voilà, mais je pleure pas souvent de tristesse, mais je pleure de et allez, un turquoise avec un orange, c'est parti. Et voilà, c'est l'enfer quoi. Donc je pleure. Merci beaucoup Pénélope. Ouais, merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Toutes les bandes dessinées de Pénélope Bagieux sont en librairie bien sûr et la dernière en date vient de paraître, elle s'appelle La Nuit retrouvée et elle est coécrite avec la merveilleuse Lola Lafont. En description, comme d'habitude, les liens où suivre Pénélope et ceux où me suivre moi, @FannyRuet sur les réseaux. Prochain épisode dans une semaine, d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes et à laisser plein d'étoiles et de commentaires. Des bisous. Et comme d'habitude, cet épisode a été mixé par l'incroyable, le merveilleux, le facétieux Maxime Wathieu.